Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. On va tenter d'apporter des éléments de réponse dans le cadre de notre table ronde qui a pour nous la prévention, un remède pour sauvegarder notre système de santé. Avec nos intervenants autour de la table. Bonjour à vous. Étienne Grasse, directeur exécutif Capgemini Event. Dinfang Nguyen, responsable veille et prospective agence de l'innovation en santé. Stéphanie Ruiz, directrice prévention chez Doctolib. Catherine Touvray, directrice générale Harmonie Mutuelle. Et Antoine Ténière, directeur général de Paris Santé Campus. Alors, quelques éléments de contexte. Le système de santé est à bout de souffle. Explosion des coûts de santé, des maladies chroniques, vieillissement de la population, de la facture Covid. En 2030, il y a quelques chiffres alarmants. Les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Et actuellement, 40% de la population française de plus de 16 ans souffre d'au moins une maladie chronique. En Angleterre, le système de santé s'est effondré. Et le NHS a vendu les données de santé pour financer le monde du curatif, donc l'hôpital. Et les effets retardés du numerus clausus, etc., créent un déséquilibre entre le nombre de patients suivis et le nombre de médecins. Donc, ce qui milite en fait pour une stratification de la population, notamment grâce au dépistage. Et il est donc admis que la prévention est un levier important pour préserver notre système de santé sur le plus long terme. Mais la France reste parmi les derniers pays à s'engager dans la prévention, avec 2,2% des dépenses de santé consacrées à la prévention. Et l'adhésion des citoyens aux différents programmes de prévention est encore beaucoup trop faible. Alors on va tenter de comprendre comment les acteurs se positionnent sur la chaîne de valeur et s'engagent collectivement à relever le défi. Parce que c'est un défi. Alors Fong, je vais m'adresser à toi d'abord. Alors est-ce que la prévention est une priorité pour l'État et quels sont les freins? Et si tu peux, s'il te plaît, nous rappeler quelle est la mission de l'Agence pour l'innovation de la santé. Oui, alors rapidement, en tout cas, l'AIS, on a été créé il n'y a pas très longtemps, donc fin 2022. C'est un objet qui avait été annoncé en juin 2021 par le président de la République lors de l'annonce du plan Innovation Santé 2030. Et l'agence, en fait, l'objectif qu'on a, c'est vraiment aller mettre du liant un peu en interministériel sur tout ce qui est innovation en santé. Comment est-ce qu'on peut faire pour anticiper les choses, comment on fait pour préparer le terrain pour que les innovations puissent arriver. Et dans ça, donc on a une mission de pilotage un peu, on va dire, financier de tout ce qui est investissement France 2030 dans la santé. Donc 7,5 milliards alloués à la santé, à travers des stratégies d'accélération, donc tout ce qui est biothérapie, bioproduction, santé numérique, maladies infectieuses émergentes, et puis le plan DM innovant, dispositif médical innovant. Au-dessus de ça, on a aussi des actions sur la recherche biomédicale en général, donc tout ce qui est financement de cohortes, financement de biobanques ou des choses comme ça. Et voilà, à côté de cette activité de pilotage financier / budgétaire, on a aussi des missions dites propres à l'agence, un pôle prospective que je représente ici, un pôle accompagnement qui accompagne des porteurs de projets sur des projets spécifiques, et puis un pôle accélération qui vise à travailler sur des leviers plus systémiques. Par exemple, si on a 10 boîtes qu'on accompagne qui ont le même problème, comment est-ce qu'on fait péter ce frein réglementaire qui touche ces 10 boîtes. Sur le sujet de la prévention plus particulièrement, nous c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Dans tout ce que j'ai cité comme stratégie, il n'y a pas vraiment eu de mot prévention encore. Pourtant, l'action qu'on porte au sein de chacune de ces stratégies d'accélération, on a beaucoup de choses qui touchent à la prévention. Et notamment, via tous nos appels à projets, on a pas mal de choses qu'on équipe en fait, pour la prévention. Typiquement, les vaccins, la production de vaccins, la production de dispositifs médicaux innovants en prévention, la production de tout ce qui est dispositifs de diagnostic qui est très innovant. Ça, c'est des choses qu'on finance. Et c'est des actions qui nous tiennent particulièrement à cœur. Au milieu de tout ça, dans la stratégie d'accélération santé numérique, par exemple, on porte tout ce qui est tiers-lieux d'expérimentation numérique, qui sont notamment des lieux assez privilégiés pour nous, d'expérimentation en prévention. Donc voilà, et puis voilà pour l'AIS. Après, sur le côté plus largement de l'État, et l'importance de la prévention pour l'État, ça c'est quelque chose, ça fait un moment maintenant qu'on a un ministère qui a changé de nom, ça s'appelle le ministère de la Santé et de la Prévention. On a un ministre qui vraiment a affiché publiquement à plusieurs reprises son intérêt, même son investissement personnel dans le champ de la prévention en tout cas, avec une rentrée qui était assez chargée à ce niveau-là. On a le déploiement de tout ce qui est anticorps monoclonaux, donc le Beyfortus contre la bronchiolite, assez massivement. On a tout ce qui est vaccination dans les collèges en classe de 5e contre le papillomavirus.
On a le déploiement des premières expérimentations des rendez-vous de prévention aux différents âges de la vie avec un premier déploiement en région Hauts-de-France pour les 40-45 ans. Puis j'en oublie peut-être encore. Et puis voilà. Et puis il y a toujours ce sujet qu'on a aussi en santé numérique qui est important pour nous, qui est un sujet un peu de fond, c'est le déploiement de Mon Espace Santé, qui est un outil qui va servir de carnet de santé numérique globalement, mais qui va aussi nous permettre d'aller atteindre des populations, faire la prévention plus ciblée que ce qu'on était capable de faire jusqu'à maintenant. C'est vraiment comment, à partir des données du patient lui-même, par exemple son poids, ses données de biologie médicale, etc., on peut adresser, vraiment cibler certains patients pour faire des actions en prévention qui sont beaucoup plus efficaces que des campagnes généralisées. Voilà, en résumant. Merci, merci à toi. Antoine, compte tenu de ta vision en fait, à la fois de médecin, de directeur général de Paris Santé Campus, de président de la French Care, quelles sont les différentes préventions et où est la valeur et quels sont les freins? Alors, le spectre de la prévention, il est très large. On a habituellement une segmentation qu'on peut regarder par les temporalités de la prévention, donc ce qu'on appelle la prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. Donc pour être très simple, la prévention primaire, c'est essayer d'éviter que les maladies n'apparaissent pas. La prévention secondaire, c'est essayer de dépister les maladies quand elles sont apparues mais qu'elles ne sont pas encore parlantes. Et puis la prévention tertiaire, c'est essayer de faire en sorte que des maladies qui sont déjà apparues et qu'on est en train de traiter ne s'aggravent pas ou ne se compliquent pas. Donc ces trois champs qui sont finalement des temporalités dans l'évolution naturelle des humains et de leur vieillissement et de l'apparition de pathologies, et qui est la classification la plus classique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va aborder chacun de ces champs de prévention. La réalité, et c'est ce que tu disais au départ, aujourd'hui, on a un système de santé qu'on pourrait appeler un système de soins, qui est très fort sur le soin, qui est de très bonne qualité sur cette approche-là, et qui d'ailleurs, quand on regarde les paramètres à la fois de dépenses ou de valeur ajoutée, de contribution à l'économie, est à peu près 80% dans des éléments financiers autour des enjeux de la production de soins. Donc un des premiers enjeux, c'est d'arriver à équilibrer cette vision-là et d'amener beaucoup plus d'initiatives autour des éléments qui sont en amont, c'est-à-dire avant que les maladies n'apparaissent ou quand elles sont apparues mais qu'elles ne sont pas encore au stade où elles sont parlantes ou elles vont être gênantes pour les patients. Donc ça veut dire qu'on va s'intéresser plus uniquement aux patients, mais à une population de façon beaucoup plus globale. Donc c'est ce que disait Fonck tout à l'heure en disant on va cibler des populations à risque pour être vraiment sur la logique d'aller chercher la bonne information, la bonne cible, etc. Et d'aller justement essayer d'équilibrer cet élément-là. L'enjeu, il est très important et on peut le voir dans plusieurs dimensions. Il y a un enjeu évident, notamment quand on prend par exemple des pathologies comme le cancer. Traiter ou dépister à des stades précoces une pathologie tumorale, c'est beaucoup plus simple ensuite à prendre en charge que quand c'est des cancers qui sont avancés. Les conséquences thérapeutiques, les évolutions, le risque de métastases par exemple, etc. est beaucoup plus important quand on est sur des phases tardives. Et donc c'est vraiment la logique de bon sens, mieux vaut prévenir que guérir, qu'on objective dans ces domaines-là. Un des leviers les plus intéressants aujourd'hui, c'est par exemple la vaccination dont on dispose pour des maladies infectieuses et qui va probablement s'ouvrir sur des pathologies tumorales. En tout cas, c'est le cas pour HPV et dans une mesure également pour les vaccins contre l'hépatite B. Donc, c'est des outils de prévention qui sont très intéressants. Et puis, il y a tout le champ qu'on va ouvrir sur la prévention, donc là vraiment primaire, éducation, information, travail sur les comportements, les addictions, etc. Et quand on regarde le positionnement des indicateurs, des grands indicateurs de prévention pour la France, et qu'on les compare à des données de l'OCDE, on voit que finalement, on a des marges de progression. Sur le sujet des comportements, notamment quand on regarde à la fois activité, alimentation, donc obésité, et puis addiction, il y a un certain nombre de paradoxes français. On doit progresser sur l'activité. On est un petit peu mieux que la moyenne des pays de l'OCDE sur les sujets de surpoids ou d'obésité, même s'il y a des progressions qui sont inquiétantes. On a des gros sujets sur les addictions, alcool et tabac, où il y a des gisements de valeurs qui sont très très importants.
Sur les dépistages, les programmes de dépistage de cancer, on n'est pas assez bon. Il y a 2 cancers sur 3 qui devraient rentrer dans les programmes de dépistage et qui ne rentrent pas effectivement dans ces programmes. Donc il y a un enjeu d'aller vers, c'est ce qu'on avait développé pendant la crise Covid sur la question des tests et qu'il faut aller développer vers ces programmes de dépistage. Et puis sur les programmes de vaccination, on a une partie des programmes de vaccination qui sont obligatoires, donc qui sont à des niveaux de performance qui sont corrects, et puis des vaccinations qui ne sont pas encore obligatoires mais sur lesquelles on essaye de rattraper. Fong a cité le HPV. Donc ça fait des cibles qu'on peut identifier dans ces programmes de prévention pour aller vraiment directement sur des objectifs très spécifiques et essayer d'équilibrer justement ce système de santé qui est aujourd'hui très, très concentré sur le soin. L'enjeu, il est évidemment en premier pour les patients et les citoyens, mais il est aussi économique, tu le disais tout à l'heure, pour équilibrer quelque chose qu'on a du mal à équilibrer, qui s'appelle l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui est aujourd'hui extraordinairement concentré là aussi sur le soin et dont l'équation de financement est déséquilibrée parce qu'on a des enjeux démographiques, l'évolution des maladies chroniques, des thérapies et des médicaments ou des outils technologiques qui coûtent de plus en plus cher et des demandes sociétales qui sont de plus en plus importantes. Donc la prévention, c'est aussi un moyen d'arriver à équilibrer ou à sortir de façon un peu différente de l'exercice annuel qui est fait dans le cadre de la négociation de la loi de finances de la sécurité sociale, en se disant qu'en fait, l'investissement qu'on va faire en amont dans les sujets de prévention, il va nous permettre de gagner en aval sur les sujets de soins. Merci Antoine. Catherine, vous avez 2 casquettes, dirigeante d'entreprise et de la première mutuelle de France. Quelles sont en fait les actions que vous mettez en place et quel est votre retour d'expérience sur les freins? Je vais peut-être commencer par resituer un petit peu pour tout le monde. Donc effectivement, on est la première mutuelle santé de France. On a créé avec une autre très grande mutuelle et plusieurs autres, le groupe Vive, dans lequel on fait à la fois donc, de l'assurance, on rembourse des soins, des arrêts de travail, etc. Et on a une activité de soins et d'accompagnement extrêmement importante dans tout ce qui est EHPAD, crèche, magasin de santé visuelle, etc. Je veux pas tout décrire. Et on accompagne 70 000 entreprises et plus de 60 branches professionnelles. Donc je veux juste resituer le champ de notre action. Et peut-être préciser également, dit différemment de des 2 intervenants précédents, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que si on prend les problèmes de santé, c'est une baignoire qui se remplit de plus en plus vite en fait. Elle se remplit parce que vieillissement de la population, elle se remplit aussi parce que cause évitable, vous venez de l'évoquer, et donc on sait qu'on est dans le top 3 des dépenses de santé aujourd'hui, hein. On n'est pas dans le top 10 sur l'espérance de vie en bonne santé, donc on voit qu'on a un sujet. On a le paradoxe de Français qui savent que la prévention est une bonne chose, mais qui aux 2/3 ne font pas les dépistages contre le cancer, par exemple, de façon suffisante. Ça vient d'être dit également. Et puis le dernier point en termes de constat, je vais répondre à votre question, c'est celui de l'absentéisme. Donc on a vécu le Covid. Moi j'aime bien l'expression de Jean Viard, hein, on a vécu mai 68 puissance 5, on n'a pas encore tout compris. Et cet absentéisme en France, on considère que selon la police ou les manifestants, c'est entre 25 et 100 milliards d'euros par an. Donc on a des sources de financement si on améliore cette donnée-là, par exemple. Et donc, au-delà des remboursements, que ce soit en complémentaire santé ou en prévoyance, nous, on conçoit vraiment notre rôle dans cette bascule vers la prévention comme étant le maillon qui va pouvoir aider à faire le lien entre les dispositifs qui existent, que ce soit le soin, le dépistage, tout ce qui est produit par l'État, les différentes agences, etc. L'information, par exemple, l'INSERM ou Santé publique France font des choses de grande qualité. Et puis ensuite, on a des Français qui sont plus ou moins réceptifs, qui sont plus ou moins engagés à changer de comportement ou à faire le dépistage. Je prends un exemple sur le dépistage. Quand on accompagne les campagnes de la sécurité sociale, on augmente de 15% à peu près le taux de recours parce qu'une mutuelle, elle a un autre discours, elle a une proximité. On fait par exemple des réunions d'information pour expliquer comment et pourquoi le dépistage du cancer colorectal est une bonne chose, ça ne fait pas peur, etc. Et ça, c'est vraiment
quelque chose qui ne remplacera jamais pour une partie de la population ni les applications numériques, même si elles, comme mon espace santé ou d'autres, même si elles vont avoir un rôle important, qui ne remplacera jamais non plus la lettre qu'on reçoit chez soi pour se rendre à la campagne de dépistage. Et donc ça, c'est un premier élément d'action. On en a un deuxième qui est vrai pour le monde ce qu'on appelle le marché des particuliers, mais en entreprise aussi, c'est tout ce qui est comportement vertueux, on va dire. Donc que ce soit l'activité physique, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'accompagnement social aussi qu'on met dans cette rubrique-là. Je vais donner juste un élément. Aujourd'hui, quand on prend l'absentéisme, on considère qu'il y a 3/3 à peu près dans l'absentéisme. Il y a 1/3, c'est l'organisation de l'entreprise, le mismanagement. Donc ça, c'est vraiment les entreprises qui peuvent agir. Un deuxième tiers, c'est tout l'entourage de la personne. Donc, je suis aidant, j'ai des enfants j'ai un conjoint, etc. Et donc ça, c'est toute l'articulation vie pro, vie perso. Puis il y a un troisième tiers qui est vraiment j'ai une maladie, j'ai un accident à titre personnel. Et donc, on voit bien que sur ces éléments-là, donc que ça soit l'articulation vie pro, vie perso, régler les problèmes de vie privée, ça permet d'être plus présent, d'avoir moins besoin d'arrêt de travail. Aujourd'hui, par exemple, on a un service, pour être concrète, qui s'appelle Harmonie Service Social. On accompagne plus de 60 000 personnes chaque année avec ce service. Les 2/3 de familles monoparentales, de femmes qui n'ont pas de solution quand il y a des problèmes, etc. Et là, on vient améliorer les choses. Un autre exemple, quand on prend le sujet de l'activité physique, on se met à l'activité ou on se remet à l'activité physique, parfois parce que le médecin nous le dit, souvent parce que sur un plan plus émotionnel, plus relationnel, quelqu'un nous incite à se remettre ou à se mettre à l'activité physique. Je donne 2 exemples. On a deux événements sportifs qu'on aime bien. Il y a le Summit de Paris, donc 6 mars 2024, pour ceux qui veulent s'inscrire. On a les 2/3 des participants qui participent pour la première fois. Alors ça, c'est un chiffre, mais en fait, ça veut dire que ces gens-là, pendant 6 mois avant, au moins, ils se sont préparés, ils se sont mis plusieurs fois par semaine les baskets, ils sont sortis et ils vont continuer après probablement. On a un autre circuit sur la nage en eau libre. Chaque année, on a 25% de primo-participants qui font la même chose, en fait, qui vont pendant parce que ce qu'on sait sur les changements de comportement, c'est que c'est bien de démarrer, mais ensuite, il y a 2 ou 3 années, voire 4, certains disent 4, critiques pendant lesquelles il faut garder ce comportement, entre guillemets, plus vertueux. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole, mais donc notre rôle, on le conçoit vraiment comme une passerelle, un amplificateur de l'action et de la production des différents intervenants, qui soient ministériels, publics ou pas. Voilà. Merci Catherine. Étienne, Capgemini est un acteur leader de la transformation digitale des acteurs du système de santé, notamment les hôpitaux, et une organisation internationale. Quel est le mouvement en fait que vous faites, vous, vers la prévention ? Ouais, alors je vais parler un peu de Capgemini, et le fait est que le sujet exact de notre échange est le sujet sur lequel j'ai planché il y a 18 ans, quand j'étais jeune élève d'une école qui préparait au concours administratif, avec Amélie Verdier, Emmanuel Macron, Gaspard Ganzer, puisqu'on avait un travail sur exactement ce sujet. Donc, on a à peu près écrit ce qui vient d'être dit. Donc je voudrais attirer votre attention. Le rapport est public, vous le trouverez en ligne, sur le fait que sur la prévention, on est, pour ceux qui sont dans le système depuis longtemps, on est un peu sidéré par le fait qu'on repart toujours sur les mêmes sujets, les mêmes solutions, et cette injonction à la prévention qui est le mal, j'allais dire, d'être dans l'ADN de notre système de santé. Je voudrais attirer votre attention, peut-être que le problème est mal posé. Parce que si on emploie le mot prévention, c'est qu'on a un fond de paternalisme dans le système de santé dont on n'arrive pas trop à se défaire. Je passe sur le mot parcours de santé, qui est très paternaliste quand on s'y arrête pendant quelques temps. Je vous rappelle que quand vous allez chez le médecin, vous recevez une prescription, que l'article 1 du premier code de déontologie médicale, le patient doit obéir au médecin, que quand vous ne respectez pas cette prescription, c'est votre observance qui est en jeu. Donc prenez le sens des mots, sont extrêmement chargés de paternalisme. Or, dans le domaine de la prévention, le paternalisme, à la fin, atteint ses limites.
Je prends un exemple. À l'échelle de la planète, il y a des médicaments qui sont en train d'arriver, c'est les sémaglutides contre l'obésité. Je ne sais pas si vous les avez vus, ils font l'objet de la presse maintenant en France. Ils sont en rupture de stock aux États-Unis depuis maintenant plusieurs mois. Ces médicaments, ils soignent durablement les patients qui ont de l'obésité. C'est bien ou c'est mal, j'en sais rien. Le fait est que ça les soigne. Ça les soigne en coupant leur sensation de faim. Ça crée de la satiété. Et c'est à vie. Donc le sujet, c'est comment on fait de la prévention avec ces médicaments. C'est des médicaments qui vont être chroniques en permanence. Prévention, ça veut dire expliquer mieux aux patients. Est-ce que le sujet, c'est d'avoir un médecin qui prescrit sur une ordonnance « arrêtez de prendre ces médicaments, mettez-vous en difficulté au bout de 2 mois » ou d'avoir quelqu'un qui a une vraie discussion avec ce patient? Je vais prendre un deuxième exemple. Quand j'étais à la PHP, on déployait Doctolib, tu en parleras. Les médecins rhumatologues de la PHP se plaignaient du fait que quand les patients venaient, ils venaient sans leurs résultats de biologie. Donc le cœur du sujet de ces médecins, c'était de donner une injonction aux patients pour qu'ils viennent avec leurs résultats d'albuminurie, parce que en rhumato, c'est important. Est-ce que si on développe ce que fait le NHS, un outil en ligne, un chatbot, qui va engager une discussion avec le patient avant qu'il ait son rendez-vous avec le rhumato, qui va lui expliquer sa pathologie, ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas fait aussi bien qu'un rhumato peut le faire, mais va lui permettre de prendre connaissance de la complexité de sa pathologie, va lui donner quelques recommandations et au passage lui dira si tu vas chez ton rhumato sans ton résultat d'albuminurie, les 14 minutes que ce rhumato va te consacrer, qui consacre toujours 14 minutes à un patient, ne vont pas servir à grand-chose, on ne fait pas progresser le système de santé. Donc je reviens sur la typologie d'Antoine. Le primaire, secondaire, tertiaire, c'est une typologie qui a été inventée dans les années 20 par Lord Dawson pour organiser le NHS. Elle a été très structurante pour l'organisation de notre système de santé. Elle était dans un monde dans lequel le patient ne voyait pas ce qui le concernait. Ça fait 10 ans maintenant qu'on a une vision. Il y a un grand livre d'Eric Topol qui s'appelle « The Patient Will See You Now », dans lequel le patient est en situation de comprendre ce qui le concerne et de s'en saisir. Je pense qu'il faut vraiment se saisir de ces opportunités pour sortir de primaire, secondaire, tertiaire. Le médecin généraliste, comme le médecin spécialiste, comme le médecin hyper spécialisé, va être capable de donner des conseils aux patients et qui doivent être des conseils qui rentrent dans sa vraie vie. Donc moi, plutôt qu'observant, je préfère stickiness, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire, qui va coller à son traitement et garder une adhérence assez forte à son traitement sur la durée. Et quand on pense le problème en ces termes, on trouve des solutions plus facilement que je pense avec le mot prévention, qui me fait toujours un peu peur. Voilà. Donc une meilleure inclusion et pas de rupture en fait. Une meilleure inclusion et une meilleure personnalisation de la relation. Pour moi, le cœur du sujet, c'est le fait que quand on parle à un patient, on s'adapte à la compréhension qu'il a et à l'intégration dans son quotidien des recommandations qu'on lui fait. Et on part de l'idée qu'il est le premier à vouloir se prévenir de ce qui va lui arriver. Et c'est pour ça que j'ai pris l'obésité, c'est vrai, d'Alzheimer aussi. Ce qui est une pathologie et ce qui n'en est pas une est un sujet qui est un sujet de morale aujourd'hui. La question de savoir si l'obésité est une pathologie a occupé toutes les années 80. On a fini par considérer que oui, c'est très bien et il le faut parce qu'on peut la soigner. Mais une fois que les médicaments arrivent, on se repose cette question. Parce qu'évidemment, on ne peut pas juste reposer toute sa vie sur des médicaments pour réduire sa sensation de faim. Et quand on regarde la réalité des sémaglutides, il va y avoir des patients qui ont des enjeux génétiques qui font qu'ils vont devoir rester sous ces médicaments, et puis des patients qui, parce qu'ils, d'un point de vue génétique, ils n'ont pas de clinical pathway qui détermine l'obésité, qui vont impliquer qu'ils aillent un peu plus dans des sujets qui sont comportementaux, et donc vers d'autres stratégies thérapeutiques. Et donc comment on restitue au patient l'information qui est la plus intime pour lui, qui peut être génétique ou métabolique, sans forcément se mettre dans une position paternaliste. Voilà. Alors, merci. Stéphanie, en fait, comment Doctolib donc, intègre la prévention et aussi intègre aussi ces informations de personnalisation pour un meilleur ciblage? Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Donc je partage le constat qui a été fait, qui est très clair, avec cet effet ciseau en France et pour le système de soins. Donc nous, on s'est posé la question, pourquoi finalement ça arrive? Pourquoi on n'arrive pas à avoir des taux plus élevés, surtout en prévention primaire et secondaire, des taux de vaccination HPV qui a été mentionné, qui sont autour de 15%. Pourquoi c'est si faible? Même en dépistage, et on va parler des cancers, cancer colorectal, on est autour de 35%, alors que clairement, quand on le fait, il y a un impact immédiat sur la santé. Et on s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est que du côté des professionnels de santé, qui est vraiment le tiers de confiance pour passer une information aux patients, en fait, il manque de temps dans leur quotidien, en consultation, mais aussi en dehors de leur consultation.
et ils n'ont pas les outils non plus pour faire de la prévention à l'échelle. Après, il y a des enjeux aussi de financement de nos systèmes de soins, mais je ne vais pas entrer là-dedans, voire même de formation. Mais en tout cas, au quotidien, concrètement, même si l'assurance maladie envoie un listing pour dire qu'il faut appeler vos patients qui sont éligibles pour la vaccination antigrippale, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas le temps de le faire, ils n'ont pas les outils pour le faire à l'échelle. Donc ça, c'est du côté des professionnels de santé, alors qu'ils ont un rôle clé à jouer pour passer l'information et rassurer les patients pour changer des habitudes de prévention ou pour passer à l'action sur de la vaccination ou du dépistage. Du côté des patients, on a fait beaucoup d'études aussi et le sujet de la prévention est beaucoup dans l'actualité. Le nom du ministère a changé aussi et les patients nous disent, on a les mêmes chiffres, à 90% des cas, que la prévention c'est important pour eux. Ils savent que c'est primordial. Mais en réalité, il n'y en a que 1 sur 10 qui pense qu'il est bien informé. L'information, en fait, elle existe. Il y a beaucoup de qualités, vous l'évoquiez, c'est vrai. Mais la question, c'est comment on fait passer cette information à la bonne personne, au bon moment, avec le bon ton, pour l'inciter à finalement être acteur de sa santé en prévention. Donc nous, Doctolib, qu'est-ce qu'on fait concrètement sur ces 2 axes ? Du côté des professionnels de santé, on essaie de développer dans nos logiciels, parce que Doctolib, vous connaissez côté patient, mais en fait, on est une boîte de logiciels pour les médecins, pour les professionnels de santé. On a plusieurs logiciels et donc on est en train de développer dans nos logiciels des briques pour aider les professionnels de santé concrètement à faire de la prévention. Ça peut être des rappels pendant le rendez-vous devant moi, j'ai une personne qui est fumeuse, tiens, on n'en a pas parlé, je vais lui parler du tabagisme, qui est un énorme sujet, un énorme enjeu, et peut-être lui donner quelques outils pour l'inciter à commencer un certain parcours. On a parlé du sport aussi, de l'activité physique, mais ça peut être aussi en dehors du rendez-vous, en dehors de l'épisode de soins, pour envoyer des rappels de prévention, par exemple, de façon automatique, en 2 clics, depuis sa base patient dans son logiciel. Mais toujours le médecin qui est au cœur de cette relation. Nous, on est l'outil. En fait, on outille le médecin pour l'aider à le faire plus rapidement et gagner du temps. Donc ça, c'est un volet de ce qu'on fait. Et le deuxième volet, c'est du côté des patients. Aujourd'hui, Doctolib, c'est un site qui a le premier site de santé en France. Il y a 120 millions de visites tous les mois sur Doctolib. On touche 50 millions de patients qui se connectent tous les mois régulièrement sur Doctolib. Et on s'est dit, fort de cet usage en fait, des patients, on voudrait en fait utiliser cette plateforme pour communiquer et passer ces messages de prévention aux patients. On l'a fait avec le Covid, avec un certain impact. Et donc on s'est dit, mais en fait, on pourrait le faire sur des sujets de prévention beaucoup primaires et secondaires pour inciter à la vaccination, pour inciter à aller faire son dépistage. Avec un ton aussi un petit peu différent, vous en parliez Catherine, parce qu'on peut sur Doctolib aussi prendre les recommandations bien sûr de la HAS officielle, mais les tourner avec des petites vidéos de médecins, des témoignages, un tone of voice un peu différent qui permet aussi de sensibiliser le public. Et comme sur Doctolib, on se connecte pour s'occuper de sa santé, on est quand même dans le bon environnement pour être réceptif à ces messages. Et donc là, l'enjeu de ce qu'on est en train de faire depuis quelques mois, c'est passer ces messages, donc à l'échelle, puisqu'on est capable de cibler en masse. On est capable aussi de faire passer le message à certaines populations, si on a une femme, un homme, en fonction de l'âge, cibler uniquement les parents d'adolescents pour HPV, le faire avec ce tone of voice un peu différent dans ce contexte de santé, et puis les inciter finalement, avec le bouton « Prendre rendez-vous », à l'action. Donc c'est vraiment la dernière étape de passage à l'action qui souvent manque parce qu'on a eu le message hors contexte, de aller jusqu'à ce passage à l'action et avoir de l'impact comme ça. Donc on essaie de le faire à l'échelle tout en étant assez ciblé pour atteindre les patients et petit à petit les rendre aussi acteurs de leur prévention. Merci à vous 5. On va passer à la deuxième question qui est le passage à l'échelle. Donc là, en fait, il y a des graines qui ont été lancées au niveau de vos actions individuelles. Comment on passe à l'échelle ? Est-ce que vous attendez en fait des résultats à une échéance donnée ou pas ? Mais comment vous mesurez aussi votre action ? Catherine, si vous voulez. Je pense qu'on a un sujet systémique, effectivement, d'évaluation des actions. On a
des chiffres unitaires, mais on n'est pas encore aujourd'hui à partager toutes nos compétences, nos connaissances sur le sujet. Donc cette question des données, dont on parle souvent, et de capacité à les utiliser pour le ciblage, à amener l'information, etc. C'est vraiment quelque chose qui est assez déterminant. On le voit par exemple sur tout ce qui est, comment dire, pardon, je trouve plus mes mots. Je voulais parler des dispositifs qu'on a avec les caisses primaires d'assurance maladie pour le recours aux droits. On voit que quand on se met ensemble pour justement trouver le bon ton, et c'est quasiment individuel en fait, on le trouve plus facilement que quand on a un seul message très, très, très homogène. Donc la question des bases de données et de la capacité à les utiliser, à les marier avec les avancées médicales aussi. Tout à l'heure, vous parliez des vaccins. J'ai cru comprendre qu'on allait en avoir ARN messager pour soigner des cancers, les coupler à l'intelligence artificielle. Et donc, pour ça, il faudra aussi informer et dépassionner, parce que tout à l'heure, vous disiez que l'information était essentielle. Moi, je me dis souvent, c'est essentiel et en même temps, ça ne suffit pas. Dans ce cas-là, il y aurait 0 médecin qui fume. S'il suffisait de savoir, il y aurait 0 médecin qui fume, mais je crois qu'il y en a un certain nombre, à peu près les mêmes que dans leur CSP de référence. Donc voilà, donc ce passage à l'échelle, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on a aujourd'hui les leviers qu'on n'a jamais eus? On a des moyens, je le redis encore une fois, en termes de data, en termes d'envie de travailler tous ensemble. Je pense que ça, c'est quelque chose que je ressens, moi, depuis 2-3 ans, qui est assez nouveau, et de mobiliser toutes les énergies, mais comme c'était dit tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on fait les constats, donc tout le défi est devant encore. Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on peut regarder les choses là aussi avec différents prismes. Ce que moi je vois, c'est ce que disait Étienne tout à l'heure, c'est-à-dire les constats, on les voit et on les connaît depuis très longtemps, et pourtant on n'est pas encore aujourd'hui au niveau où on devrait être. Donc comment est-ce qu'on fait bouger les choses? C'est à mon avis la conjonction de plusieurs éléments. Le premier, et qui est important, c'est de l'ambition et de la volonté politique. Et le fait qu'il y ait une dimension portée, en tout cas par les institutions publiques qui sont quand même assez référentes dans la santé en France, à mon avis, est un élément fort. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place, il y en a d'autres qui vont se déployer. Il faut voir que c'est quelque chose qu'on met en place dans la durée. Et donc, il faut se donner des temps longs d'évolution, notamment quand on fait bouger des systèmes comme ça. Un élément important, c'est d'avoir des compétences qui accompagnent ces sujets de prévention. Aujourd'hui, par exemple, les professionnels de santé, ils sont formés à soigner. Il y a très peu de programmes de prévention dans la formation des médecins, des infirmières, etc. Donc, quand on va dire qu'on fait des consultations de prévention, c'est une très bonne première approche, mais il faut ensuite qu'on développe encore plus ça et qu'on intègre des nouveaux métiers, des nouvelles compétences autour de la prévention, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers que soigner un patient. L'approche, le ton, les pathologies ne sont pas les mêmes, etc. Donc ça, c'est vraiment cette dimension de temps qu'on doit se donner, et qui est finalement corrélée aussi avec l'impact qu'on va pouvoir évaluer et mesurer, notamment quand on parle des actions sur les comportements, par exemple, parce qu'on sait que c'est des durées d'évolution qui sont longues. Donc il faut qu'on se dise tous ensemble qu'on travaille dans le temps long. Il y aura des gains immédiats sur certains aspects, notamment autour de la pathologie, de ce qu'on a appelé la prévention tertiaire, etc. Mais si on veut vraiment avoir un effet de levier fort, c'est vraiment dans le temps long. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est construire les leviers, les outils qui nous permettent vraiment de transformer les idées, les concepts qu'on pose tous et les constats en actions tout à fait concrètes. Et donc là-dessus, ce que je vois, c'est que la prévention est de plus en plus non seulement dans la tête, mais dans la bouche de chacun, et j'espère ensuite dans les mains. Et on voit des acteurs qui s'agrègent et qui se coordonnent de plus en plus pour essayer d'avoir un impact réel ensemble. La réalité aujourd'hui, notamment en France, c'est que un des grands acteurs de la prévention, c'est la Caisse d'assurance maladie, qui mène les campagnes qui sont proposées par Santé publique France. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les dépenses de prévention, c'est
quasiment essentiellement ce qu'on regarde. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui ont des actions. Vous le mentionniez tout à l'heure, Harmony et beaucoup d'autres et Doctolib. Et donc, il faut qu'on arrive à coordonner ça. Et je crois que vous l'avez bien montré. Quand on se met ensemble, on a des impacts qui sont plus forts. Donc aujourd'hui, l'effet transformant qu'on doit avoir, c'est vraiment de se dire on va créer des éléments de transformation qui sont puissants. Troisième élément, c'est les outils dont on dispose qui nous permettent de passer dans une dimension un petit peu différente. Et notamment, je pense au numérique. Et je vais prendre l'image que certains connaissent peut-être du film Matrix, où on voit tout d'un coup apparaître ce qu'il y a derrière les maladies et ce qu'on peut traiter en amont. Et donc là, moi j'ai beaucoup d'espoir sur l'émergence de stratégies qui sont basées sur la donnée. On l'a vu avec des impacts tout à fait forts dans ce qu'on sait bien faire aujourd'hui, qui est le soin, et qu'on va pouvoir exploiter dans la prévention. Donc là, il y a énormément de gisements de valeur à exploiter. Et puis, dans le fait d'arriver à sortir des environnements de soins et à aller au domicile avec des patients. Alors aujourd'hui, dans des cadres de télésurveillance, mais à terme, dans des cadres de surveillance ou de préservation du capital santé ou d'évaluation des grands déterminants de la santé, justement dans des logiques de prévention. Et donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a mis en place Paris Santé Campus, BPI France et beaucoup d'autres acteurs avec la volonté de créer cet effet de bascule, tout un dispositif qui a vocation à accompagner des programmes innovants autour de la prévention et qui sont basés sur le numérique, un programme d'accélérateur qui va accompagner des jeunes entreprises à développer des modèles d'utilisation de données et du numérique dans la prévention, un fonds d'investissement qui sera opéré par BPI, et puis des campagnes d'information et de sensibilisation qu'on va porter avec des grands acteurs publics et privés, là aussi pour donner cette dimension tout à fait emblématique. Donc je crois que maintenant c'est vraiment dans cette logique-là populationnelle qu'il faut agir de façon massive. La bonne nouvelle encore une fois, c'est que je vois beaucoup d'acteurs qui le comprennent et souhaitent le faire, et une ambition et un portage politique qui sont très forts également. Merci Antoine. Étienne, avec votre vision macro sur le sujet, qu'est-ce que ça vous évoque? Je vais redire, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, je vais le redire avec mes mots. Moi, je vois 4 choses pour passer à l'échelle. Il y a un, ça peut paraître le b.a.-ba, ça n'existe pas totalement aujourd'hui. La France est en avance et moi, j'ai une vision de ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde. Je veux vraiment le dire, la France a pris un gros temps d'avance. C'est restituer aux patients la donnée qui le concerne. Je parle bien de la donnée. Donc c'est mon espace santé avec tous les canaux qui peuvent lui restituer l'information, mais c'est le système de santé, quand il collecte de la donnée sur un patient, doit lui restituer l'intégralité de la donnée qui concerne ce patient. La deuxième chose, c'est produire du service à partir de cette donnée. Donc là, c'est pareil, c'est la stratégie du numérique en santé, notre pays, qui fonctionne très bien avec l'interopérabilité des données et une capacité pour des acteurs privés comme pour des acteurs publics à produire du service. Et je suis dans une entreprise privée, j'étais dans le service public avant. Je pense qu'il faut que le service public s'autorise à produire du service. Moi, j'ai longtemps réfléchi à l'assurance maladie sur est-ce que l'assurance maladie devait avoir l'équivalent d'un Doctolib. Je le pensais quand je travaillais pour l'assurance maladie. Il n'y a pas de raison que l'assurance maladie s'interroge ou se refuse de produire des services si ça améliore la santé pour le patient. Le troisième sujet, c'est la même chose que ce qu'a dit Antoine, mais je le dis avec mes mots, c'est médecine translationnelle ou médecine populationnelle. C'est-à-dire, pour améliorer les services sur la durée, il faut que les médecins qui produisent des services, les acteurs du système de santé gèrent des cohortes et soient mis en situation de pouvoir tester l'efficacité de ce qu'ils font sur des cohortes de patients et soient sensibles aux résultats qu'ils produisent sur une population et pas seulement sur un patient uniquement. Et ça changera beaucoup de choses. Aujourd'hui, on n'a pas du tout les infrastructures ni de recherche ni de suivi du patient pour savoir comment les choses évoluent. Donc ça, je pense qu'on est en retard. Puis le dernier point, je pense que c'était un bon point, c'est la culture de santé publique. On restera dans la même situation qu'il y a 20 ans. À chaque fois qu'un ministre du budget dira j'ai failli augmenter les taxes sur les alcools, mais finalement j'habite Bordeaux, c'était pas très bon pour le vin à Bordeaux et donc on le fera l'année prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis un peu explicite, mais je m'autorise cette liberté. Il y a parfois un écart entre ce qu'on se dit et puis la manière avec laquelle les décisions se prennent. Merci Étienne. Fang. Oui, alors il ne faut pas redire tout ce qui a été déjà dit, effectivement, peut-être ajouter des points complémentaires. Nous, on a aussi une action qu'on pense très importante, c'est de continuer à financer la recherche dans le domaine, tout ce qui est recherche sur le déterminant de santé, sur lesquels on peut agir. Alors, on sait déjà beaucoup de choses, il y a déjà beaucoup de déterminants qu'on connaît, sur lesquels on peut déjà agir, qu'on n'a pas encore agi. Donc, vous me direz, il y a déjà beaucoup de choses à faire, mais il faut qu'on continue. Il y a pas mal de nouveaux résultats sur justement tout ce qui est exposition aux écrans, des choses comme ça, qu'il faut qu'on continue à financer. Et ça, on le fait dans pas mal d'actions côté France 2030.
Il y a un deuxième point qui est très important pour nous, c'est tout ce qui est démonstration de la valeur. C'est en gros, aujourd'hui, on sait qu'en France, on a énormément d'innovateurs qui ont plein de projets très créatifs et très intéressants avec un impact local, en tout cas, sur la prévention et les soins. Mais en général, on a un manque d'implication de tout ce qui est mesure d'impact dès la conception du projet. Et ça va être vachement important pour la généralisation plus tard des expérimentations qui ont fait la preuve de leur valeur finalement. Et ça, c'est quelque chose qui sera heureusement, mais qui est difficile, mais c'est heureusement essentiel. C'est qu'en fait, aujourd'hui, pour qu'un financeur qui soit public comme l'État, l'assurance maladie ou privé, en fait, il y a cette nécessité de dérisquer finalement l'investissement en prévention en quelque sorte. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte pour que nous, en tout cas, côté État, les projets qu'on accompagne, qu'on juge promettrices, comment est-ce qu'on leur donne tous les éléments pour que dès les débuts, en fait, qu'ils n'aient pas en fait, à se réajuster en cours de route, qu'ils puissent récolter de la bonne donnée, qui permettent derrière de démontrer la valeur, que ce soit médicale ou médico-économique. Donc, voilà. Et puis il y a peut-être un aspect aussi pour compléter un peu ce qui a été dit, c'est effectivement, il y a de plus en plus d'acteurs en fait, en dehors du soin et des hôpitaux qu'on peut mobiliser pour la prévention. Et il manque aujourd'hui d'outils un peu transversaux de coordination de tous ces acteurs-là. Les gens se parlent de plus en plus. Pour autant, on porte beaucoup d'espoir dans tout ce qui est Mon Espace Santé, mais aussi Doctolib, tous les outils qu'on peut avoir pour justement coordonner tous ces acteurs, pour qu'il y ait une vraie prise en charge j'allais dire patient, mais plutôt du citoyen dans son ensemble, de la santé du citoyen. Voilà. Probablement vous connaissez déjà, mais effectivement, depuis quelques années maintenant, il y a un dispositif d'expérimentation qui s'appelle l'article 51, qui permet d'expérimenter pas mal d'innovations organisationnelles, qui permet justement d'intégrer plusieurs acteurs et plusieurs solutions au sein d'un même parcours de soins, si je puis dire. Il n'y a pas que des parcours de soins qui sont expérimentés, mais finalement, là où il y a beaucoup de parcours de soins. On est arrivé à une étape où en fait, ces expérimentations, enfin une bonne partie d'entre elles arrivent à la fin. Il y a à peu près 2/3, je crois, qui touchent à la prévention de près ou de loin. En tout cas, la prévention, si on retrouve ces catégories de prévention primaire ou secondaire, enfin surtout secondaire tertiaire, mais aussi de la prévention primaire. L'enjeu maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour généraliser les expérimentations qui ont fait la preuve de leur valeur finalement. Comment est-ce qu'on arrive à financer comment est-ce qu'on rembourse un parcours de soins, plutôt que juste un acte. Comment est-ce qu'on fait pour, en fait, derrière, déployer un SI qui soit suffisamment robuste pour pouvoir en fait, coordonner les acteurs et pour pouvoir en fait, suivre en fait, ces expérimentations dans leur déploiement. Donc voilà, c'est ces enjeux-là maintenant qu'on a. Merci Fogg. Stéphanie, Doctolib a un boulevard en fait. Hein. Alors sur la coordination, je vais juste compléter pour ne pas répéter ce qui a été dit. Je pense qu'il y a quand même un consensus sur le fait de coordonner les différents acteurs de l'écosystème dans ce qui a été dit. Si je dois le compléter, je dirais que je pense qu'il faut que ce soit complémentaire et que finalement le juge de paix, c'est plutôt l'usage. Et donc, s'il y a un service qui fonctionne quelque part, je pense que ça ne sert à rien de le répliquer. Si je reprends l'exemple qui a été donné par exemple, parce qu'en fait, il y en a tellement d'autres qui manquent que autant être complémentaire et aller investir là où il y a des trous dans la raquette, entre guillemets. C'est vrai des outils, c'est vrai aussi des sujets. Il y a des sujets, pareil, ça a été évoqué, de prévention qui sont mal couverts par les pouvoirs publics. On parle de l'alcool, par exemple, qui est quand même un facteur de risque hyper important et c'est la deuxième cause de décès évitable après le tabac. Par exemple. Donc on voit qu'il y a quand même des sujets qui sont pas bien financés, pas bien pris en charge pour plein de raisons qu'on ne va pas débattre là, mais c'est un constat. Et donc, pareil, je pense qu'il vaut mieux se concentrer avec les autres acteurs de l'écosystème pour aller traiter ces sujets, plutôt que... voilà, ça me paraît plus efficace en tout cas, voilà, je le dirais comme ça. Et donc, moi, je crois vraiment dans la complémentarité de l'écosystème et ça me paraît hyper important. On a une vision en France très publique de la santé pour des raisons du système, évidemment. Du coup, aussi de la prévention. Or, je crois que l'État a un rôle hyper important et hyper clé à jouer dans le cadre, pour que ce soit un cadre éthique. On parlait d'utilisation des données, il faut que ce soit fait de façon éthique, que ce sont des données de santé. Donc, je pense qu'il y a des choses hyper importantes. Mais en fait, les acteurs privés, de façon au sens large, ont un rôle très important à jouer. Donc, je crois vraiment que c'est qu'ensemble, en fait, dans l'écosystème, qu'on y arrivera. Je dirais ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, vous parliez de mesure d'impact, hyper important, évidemment. C'est la clé de tout. Ceci dit, la mesure d'impact, elle prend du temps, parce qu'en fait, c'est des temps longs.
Donc c'est quoi l'impact d'actions de prévention sur l'activité physique? Ça va prendre des années en fait de le mesurer. Même sur de la vaccination, on peut avoir des choses qui peuvent aller plus vite parce que tout d'un coup, il y a un push, par exemple sur HPV, mais voilà, ça va prendre quand même certaines années. Donc en fait, mesurer l'impact quand on est dans un stade incubateur, ce n'est pas notre cas, heureusement, mais en fait, ça prend du temps. Et donc finalement, c'est comment on a des initiatives, vous parliez de ce que vous faites à Paris Santé Campus ou des fonds de la BPI pour en fait lancer des innovations où en fait on sait qu'il y aura de l'impact qu'il faudra mesurer, on prend un risque, mais en fait si on ne le fait pas, on va un peu tourner en rond sur les modes de financement pour lancer l'innovation. Voilà, donc c'était le deuxième point que je voulais souligner là-dessus. Et voilà, pour conclure, je pense, moi mon point de vue c'est que voilà, c'est vraiment dans l'écosystème ensemble qu'on arrivera à faire bouger les lignes. Je voulais rebondir et ajouter 2 points du coup. Le premier, c'est que bien qu'opérateur privé, je pense qu'on est, en tous les cas, c'est le cas pour Harmonie Mutuelle, tout à fait motivé pour des approches plus contractuelles, prendre des objectifs et être rémunéré sur la base de ces objectifs, que ça soit populationnel sur un territoire, que ça soit sur une entreprise, une branche professionnelle, ça c'est le premier point. Et un deuxième point qui n'a pas été évoqué, qui fait que moi ça me rend assez optimiste pour ce changement d'échelle et ce vrai démarrage, c'est le fait qu'aujourd'hui les entreprises sont beaucoup plus motivées pour se préoccuper de la santé de leurs salariés pour une raison assez simple. En fait, c'est que jusqu'à maintenant, je pense dans un certain nombre d'entreprises, la santé des salariés, c'était un sujet de DRH dont il fallait entendre le moins possible parler dans les autres directions. Et aujourd'hui, c'est un problème de directeur financier parce que ça bride la croissance, parce qu'on n'arrive plus à recruter, on n'arrive plus à conserver dans l'emploi, etc. Et donc, ça devient un sujet de direction générale. Et ça, du coup, ça donne des moyens, parce qu'il y a des moyens dans les entreprises, pas tous les moyens, mais des moyens. Et donc, voilà, j'ajoute cette idée du contractuel et cette idée que les entreprises sont un acteur un peu nouveau et dans lequel on peut mener beaucoup d'actions. C'est la beauté aussi de la prévention qui a un impact incroyable parce que c'est un futur, une charte RSE en fait. C'est analysé également dans cet objectif-là. Merci à vous, merci pour vos interventions passionnantes. J'espère que ça vous a plu. Et je pense qu'on peut avoir quelques questions encore, si dans la salle. Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'intervention. Je voulais juste rajouter un commentaire. Je trouve que la prise en charge du patient en France est très bien faite une fois qu'il est malade par rapport à d'autres pays dans le monde. Mais je pense que la prévention, sur le terrain de la prévention, on rejoint le reste du monde. Il n'y a rien qui est fait. Et ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va résoudre ça. Je veux dire, c'est des choses qu'on connaît depuis 40-50 ans maintenant, des choses basiques. Mais quand j'en entends parler aujourd'hui de comment on veut les aborder, je m'inquiète encore un peu. Ne pas infantiliser le patient, oui. Par contre, l'obésité et l'alcool, on va dire l'alcool quelques années après, mais l'obésité et le tabac arrivent chez l'enfant. Une fois que l'habitude est établie, on a des adultes après qui vont dire on ne peut pas arrêter de fumer, on ne peut pas aller bouger. Et là où quand ils peuvent le faire, c'est une fois qu'ils sont diagnostiqués avec un stade 4 de cancer du poumon ou de cancer colorectal. À ce moment-là, ils voudront faire de la vitaminothérapie à Bruxelles ou aller faire toutes sortes de thérapies, mais c'est malheureusement dans beaucoup de cas trop tard. Donc, pour moi, la prévention, ça ressemble aujourd'hui à un chat qu'on attrape par la queue. Et donc, on lui laisse le libre choix d'aller nous griffer là où il veut. Je rejoins monsieur dans le rôle du pouvoir public sur la prévention. On a vu le maire de Londres récemment parler d'une volonté d'interdire l'achat de la cigarette chez tous les jeunes à partir d'un certain âge, même quand ils deviennent adultes. On ne leur vend pas. Tu es né en cette année, non, il n'y a plus de tabac pour toi. Ça, c'est un vrai mouvement
bold, donc qui pourrait faire bouger les choses. Et les régulateurs peuvent le faire s'ils ont envie, comme ils sont en train de, aujourd'hui, embarquer les entreprises privées et les corporates dans le fait de participer à l'énergie verte et à la planète verte et le net zéro. Ils peuvent le faire dans la prévention aussi. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je peux juste, Chiara, dire un tout petit mot. Je crois qu'on partage la vision de dire il faut plus de prévention. Pour autant, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites rien n'est fait, ce n'est pas vrai. On a des éléments tout à fait clairs qui montrent qu'il y a des programmes de prévention. On a essayé de partager le fait qu'on n'atteint pas les objectifs. Donc ça, je pense que c'est ce que vous vouliez exprimer et qu'on doit aller plus loin. Mais dire que rien n'est fait, il faut faire attention parce qu'il y a de l'argent qui est investi, il y a des actions qui sont menées, on a des indicateurs, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on pourrait les détailler dans différents domaines. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur la base de ces actions qui existent déjà qu'on peut se dire, on va les renforcer pour atteindre des objectifs qui sont plus ambitieux. Et donc ça nous permet d'aller dans la granularité et l'évaluation. Et 2, on va compléter les actions qui sont engagées, c'est ce que vous appeliez également. Il y a un certain nombre de paradoxes, on n'aura pas le temps de les discuter parce qu'ils sont plus profonds que simplement les sujets du système de santé, mais autour des addictions, très clairement, et ils relèvent de beaucoup d'autres paramètres. Ce que je trouve particulièrement important, ça a été évoqué, et du coup vous me donnez l'occasion de le redire, c'est que en fait, chacun doit être acteur de prévention. Et donc, une des caractéristiques françaises, c'est de se reposer beaucoup sur la chose publique, sur l'État, et avec une invention qui est tout à fait importante, qui est la sécurité sociale, qui a garanti une protection universelle, mais qui ne doit pas nous empêcher de regarder nos responsabilités et de se dire, en fait, tout nous est dû, et 2, tout le monde va s'occuper de ce que je dois faire. Donc c'est notre responsabilité. C'est un message qu'il faut passer de façon intelligente, qui n'est pas simple, parce que ce n'est pas complètement la mentalité aujourd'hui qu'on a développée. On sort un petit peu là du cadre de la discussion, mais qui est un levier complètement indispensable pour avoir la bascule dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en gros un engagement populationnel complet. Voilà. Donc c'est juste une petite réaction à chaud et qui est un avis tout à fait personnel, mais voilà. Merci Antoine. J'avais une question sur les modèles économiques de la prévention. Est-ce que vous avez vu des modèles émerger un peu seuls? Parce que là, on parle de public avec des fonds publics. On parle vous avez des briques dans des solutions logicielles. Donc, c'est arrimé à votre business et vous apportez des fonctionnalités à votre client originel. Dans les mutuelles, vous arrimez ça à votre métier parce que vous y avez un intérêt. Est-ce que vous avez vu dans cet écosystème des nouveaux acteurs émerger avec un business model de la prévention qui ne soit pas public et qui ne soit pas arrimé de base à un grand acteur? Enfin, ça m'intéresse de savoir. Je peux démarrer et puis on complétera, mais je partage ce qui était dit aussi tout à l'heure sur pour moi, le sujet clé, la première chose qui n'est pas exercée, c'est de restituer à quelqu'un, qui est un citoyen, qui est un patient potentiel, une information honnête et raisonnable sur les conséquences de son comportement sur sa santé. Je vais insister là-dessus parce que si on fait ça bien, on n'aura plus le reproche d'avoir une injonction de prévention qui est paternaliste, c'est-à-dire arrêter de fumer, très bien, c'est mon choix, donc on connaissait tout ça. Si par contre on a restitué une information honnête sur si vous continuez à fumer, votre environnement et vous-même, vous avez un risque de cancer qui est plus élevé, c'est un point important. Et par rapport à ce que vous avez décrit, moi, relisez un livre, il y a un livre à lire sur la prévention, c'est celui de Siddhartha Mukherjee sur l'empereur de toutes les maladies, qui raconte comment le tabac, on a mis énormément de temps à comprendre qu'il était à l'origine du cancer, parce qu'il y a eu 20 ans de perdu au moment où on déclarait une guerre contre le cancer et on laissait les gens fumer partout dans la publicité. Il y a 10 ans, je suis membre d'un corps d'inspection qui s'appelle l'Inspection Générale des Affaires Sociales. J'ai fait un rapport sur le disease management, qui est exactement votre question, c'est comment des acteurs économiques peuvent mettre en place des modèles avec des acteurs privés, en l'occurrence, dédiés à la prévention, qui créent des call centers, qui appellent les patients et qui leur disent donc on le fait beaucoup dans le diabète ou dans l'asthme, vous avez un comportement qui va créer un risque d'acutisation de votre pathologie,
Et donc intervenez dès maintenant, ce qui évitera que vous soyez hospitalisé et que les coûts pour l'assurance privée ou assurance santé progressent. Et donc je me finance par les économies que je fais sur ma pyramide de soins. C'est-à-dire en évitant que des gens deviennent très aigus, j'arrive à créer une économie qui me finance. La vérité, c'est que ces modèles disease management, ils marchent que dans le diabète et dans l'asthme, et même pas trop dans l'asthme. D'ailleurs, si vous regardez ce que l'assurance maladie français a fait du rapport que j'avais fait à l'époque, c'est les programmes SOFIA, ils existent surtout dans le diabète. Si vous regardez l'évaluation de SOFIA en France, le modèle médico-économique de SOFIA n'est pas tout à fait équilibré. Ce qui s'est passé depuis ces 10 ans, c'est que le coût d'intervention des disease managers, qui étaient des call centers avec des infirmières au téléphone, a complètement plongé. Parce qu'il y a Doctolib ou parce qu'il y a des plateformes qui permettent de le faire. C'était mon point sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut restituer une information de façon humaine et complexe, de façon plus outillée qu'un coup de fil en moyenne d'une heure à un patient pour lui expliquer sa pathologie. L'autre aspect, c'est que la vérité, c'est que les patients diabétiques, 2 fois sur 3, ils sont multipathologies. Donc si vous leur parlez que de leur diabète, vous faites qu'une toute petite partie du job. Et donc l'intérêt des solutions digitales, c'est quand même qu'elles abordent le patient dans leur globalité. C'est pour ça que moi j'insiste sur le fait de restituer toute l'information au patient qui le concerne. C'est déjà un saut quantique en fait pour moi dans le domaine de la prévention. Je veux bien réagir aussi. Pardon. Quand on prend des secteurs d'activité peut-être un tout petit peu à côté, je pense à une entreprise en particulier, je ne veux pas donner le nom aujourd'hui, mais qui travaille sur des sujets de création de liens sociaux et qui se finance par évitement des coûts que les bailleurs sociaux n'auront plus à supporter parce qu'il y a moins de dégradation dans les parties communes, etc. etc. Et donc, on a cette capacité, c'est vraiment une conviction profonde, de l'appliquer aussi dans le sujet de la santé mentale, par exemple, où c'est un champ d'application énorme. Je citais les coûts pour les entreprises, pour les acteurs de protection sociale. Je l'ai dit tout à l'heure, entre 25 et 100 milliards, on gagne un point d'absentéisme, on a déjà de quoi payer un certain nombre de campagnes et de mesures de prévention. Donc votre question sur les modèles et le lien avec la capacité à éviter des coûts est probablement l'une des choses à creuser. Et pour ça, il faut du contrat, des objectifs et du contrat. Et il y a des outils de financement, il y a les contrats à impact, les obligations à impact, etc. On a aujourd'hui les moyens de le faire. Maintenant, il faut essayer maintenant, vraiment. Et juste en complément de ça, en fait, il y a beaucoup de modèles à définir. Il y a, si on veut travailler dans le cadre qui existe aujourd'hui de l'assurance maladie, des actes probablement à faire émerger ou à créer, parce qu'on a défini qu'ils amenaient de la valeur dans un système, etc. Et puis l'élément le plus important, c'est ce qu'on disait, c'est que si on a aujourd'hui quelques modèles, notamment dans ce qu'on a appelé la prévention tertiaire, qui sont très immédiats, la plupart des modèles en fait sont des modèles à long terme. Et donc il faut être en capacité non seulement idéalement de les documenter sur le long terme, mais de porter cette vision long-termiste à la fois dans une stratégie privée, mais aussi dans une stratégie publique. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de mécanismes qui sont incitatifs ou qui autorisent cette vision publique. Il y a notamment en ce moment beaucoup de discussions sur la nécessité d'une vision projetée pluriannuelle du PLFSS, par exemple, qui est un des éléments de financement. Donc c'est des éléments qu'il faut accompagner, c'est ce que je définissais tout à l'heure comme des leviers qu'il faut actionner pour arriver justement à créer ces modèles qui vont nous faire nous engager beaucoup plus dans des stratégies de prévention. Et pour compléter rapidement aussi, je pense qu'effectivement, comme disait Antoine, il y a ce côté création d'actes, finalement de remboursement d'actes de prévention qui en soi est un business model aussi pour certains acteurs qui justement fournissent cet acte-là. Donc il y a vraiment ce basculement-là qu'on doit faire aussi. Il y a, alors c'est pas un mal non plus, il y a pas mal d'entreprises qui veulent se lancer dans la prévention en ayant déjà une activité principale à côté qui génère du revenu, et voilà, donc comme vous disiez, et c'est pas un mal non plus finalement d'avoir de profiter de cette ligne de revenus pour développer une activité secondaire de prévention derrière. Mais c'est pas primaire, c'est sûr. Mais bon, enfin, on prend ce qu'on peut dans le système. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'avais un troisième point, mais qui ne me revient plus. Et en attendant que ça te revienne, juste il y a un sujet quand même qu'on n'a pas évoqué, mais qui est un des meilleurs business models, c'est la vaccination. Ça coûte pas cher au départ et ça économise des coûts qui sont très importants et ça a une efficacité qui est remarquable. Donc aujourd'hui, moi je trouve que c'est un des meilleurs modèles qu'on peut prendre en exemple pour la prévention.
Et ça m'est revenu, effectivement. Il y a aussi, donc, merci Antoine, c'est justement mentionner tout ce qui est santé au travail. Et ça, effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont friandes de services aussi à finalement fournir à leurs employés. Et moi, je suis très friand en fait, n'importe quel contact social finalement est une occasion de livrer de la prévention, que ce soit au travail, à la pharmacie, au supermarché, des choses comme ça. Il y a de plus en plus de services qu'on peut commencer à développer, et donc les entreprises sont assez friandes en ce moment. Peut-être un autre angle qu'on n'a pas évoqué, puisqu'on est un peu dans le pop-up d'idées là, c'est le lien entre l'environnement et la santé. Et si je prends par exemple, je ne sais pas quel chiffre vous avez, mais un hôpital, la moitié du bilan carbone d'un hôpital, c'est les médicaments. Et donc dans la logique d'embarquement et d'incitation à passer à d'autres modes entre guillemets de consommation, il y a aussi clairement un espace à cet endroit-là de motivation. Alors, une petite question. Bonjour, alors c'est pas vraiment une question, c'est plus une doléance. Moi je suis soignante et je fais de la prévention tous les jours. Je travaille dans la lutte contre l'apnée du sommeil, donc je vois 60% d'enfants, 40% d'adultes. Je pourrais même faire un petit jeu avec vous pour savoir qui c'est qui en fait. Voilà. Le problème, c'est qu'on travaille déjà tous en réseau, plus ou moins locaux, régionaux. On a plusieurs réseaux Morphée, Cardiosleep, plein de réseaux, mais on n'a pas un fil conducteur national, puisqu'on ne travaille que dans des maladies mécaniques qui donnent aussi des pathologies comme le diabète, les AVC, les infarctus, les démences, les maladies mentales, ce qui constitue quand même pas mal, avec aussi un impact dentaire assez conséquent, puisqu'on est pas loin quand même de 550 milliards d'euros par an en France. Mais en fait, quand on vient avec nos projets en fait, de prévention, quand on demande une continuité d'aide derrière, en fait, les portes se ferment parce qu'on n'a pas de réseau numérique. Voilà. Donc, comment on pourrait vous contacter ? Alors, je ne sais pas si c'est nous qu'il faut contacter, mais en tout cas, à mon avis, les pouvoirs publics seront très intéressés. C'est un très bon exemple que vous citez, l'apnée du sommeil, notamment parce que ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est dans des changements, notamment sur le dépistage, qui sont très importants. Avant, on faisait des polysomnographies, maintenant, on a des outils qui permettent en 24 heures, finalement, en monitorant avec un petit enregistreur qu'on met et qu'on n'est pas obligé forcément d'être à l'hôpital, de dépister justement cette pathologie. Donc, il y a une première étape qui est enclenchée. L'étape que vous proposez d'avoir des vrais parcours et des vraies coordinations, je pense qu'elle est essentielle, qu'elle viendra assez naturellement. À mon avis, ça peut rentrer tout à fait dans les missions sur les sujets pertinence et dépistage, mais on pourra en discuter ensemble à l'issue de la table ronde. Merci infiniment à vous 5. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu.